cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Aujourd'hui encore, nous allons avoir la joie de parler de Monsieur Troublefée, qui va nous régaler de sa poésie habituelle. Qui nous encule dans la coulisse. Notre sujet du jour est l'annulation des dettes publiques détenues par la Banque de France, et pourquoi Monsieur Troublefée n'a rien compris. Notre histoire commence par une intervention télévisée de Monsieur le gouverneur de la Banque de France, que voici. Une dette, elle doit être remboursée tôt ou tard. Pourquoi ? Parce que c'est une question, là aussi, de confiance. Marc Fauvel, prenons un exemple très simple. Si vous me prêtez 100 € et que je vous dis là que je ne vais pas vous rembourser ces 100 €, vous ne me prêterez plus jamais. Or, la France va avoir besoin d'emprunter durablement. Mais je ne m'appelle pas la Banque Centrale Européenne, c'est dommage d'ailleurs pour mon portefeuille, mais alors, aujourd'hui, si un quart de la dette... Restons une minute sur la Banque Centrale Européenne. Un quart de la dette aujourd'hui est détenue par la BCE. Et la Banque de France. Si on disait qu'on veut annuler les 600 milliards d'euros à peu près de dettes françaises qui sont détenues par la Banque de France, ça n'est pas une solution, et je le dis très simplement. D'abord, ça n'est pas compatible avec les règles du jeu de l'euro. Alors imaginons un instant, on réécrit les traités et on y va après. Oui, mais alors réécrire les traités, c'est une hypothèse totalement théorique, parce que nous avons engagé notre parole, et il faut avoir l'honnêteté de dire que ceux qui proposent l'annulation de la dette, ça revient à quitter l'euro, parce que nos partenaires ne seront pas d'accord. Si tous les pays de l'Europe voient leur dette annulée au même moment par la Banque Centrale Européenne. Nous sommes pratiquement le seul pays où ce débat ait lieu. Donc il n'y a pas de demande de la part des autres pays, il n'y aura pas de consensus pour changer les règles de l'euro. Mais supposons effectivement une minute que ça soit possible, ça ne rapporterait rien aux Français. Pour une raison très simple, c'est que nous annulons ces 600 milliards. Donc pendant une seconde, nous nous réjouissons parce que nous nous sommes allégés de 600 milliards et donc de cette façon, nous sommes enrichis de 600 milliards. Mais dans la seconde suivante, on constate une perte de 600 milliards pour la Banque de France. C'est la Banque de France qui détenait ses créances. C'est pas très grave, vous allez et me qui dire, les a faire tourner la planche à billets et produire des billets, non, ça s'est fait dans le passé. La Banque de France, elle appartient à tous les Français, à vous, à moi, à ceux et celles qui nous écoutent. Et donc les 600 milliards que nous avions gagnés dans la seconde précédente, nous venons de les reperdre dans notre patrimoine. Donc nous n'avons rien gagné, mais par contre nous avons diminué la confiance dans la monnaie. Vous savez, cette clause qui est dans le pacte de l'euro, c'est pas une interdiction comme ça gratuite. Elle existe pratiquement dans tous les grands pays. Il n'y a pas d'annulation de la dette, ni aux États-Unis, ni au Canada, ni au Japon, ni en Grande-Bretagne, parce que ça protège la confiance dans la monnaie. Je crois que c'est la première fois qu'on écoute quelque chose d'intelligent sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir sur cette copie des statuts de la Banque de France, la Banque de France appartient à l'État français. Ce qui signifie que dans les faits, toute réduction du patrimoine de la Banque de France est une réduction du patrimoine de l'État. Ce qui signifie concrètement que l'État détient pour 600 milliards d'euros de sa propre dette. Et que, par conséquent, il n'y a aucun gain à supprimer cette dette. On supprime 600 milliards d'euros de dette, mais on supprime également 600 milliards d'euros de patrimoine, si on supprime cette dette. Donc aucun gain. Bon, maintenant, passons à Monsieur Troublefée. Qu'est-ce qu'il a compris ? Alors il y a 3 choses très intéressantes à retenir dans son intervention. Déjà, il confirme que l'annulation de la dette est contraire aux traités européens et que personne dans les autres pays de l'UE n'a envie de remettre en cause ces règles. Bon, le fait qu'annuler ces dettes ce soit illégal, ça, c'est pas une nouveauté, tout le monde est au courant. Ensuite, monsieur, excusez-moi de vous le dire, mais depuis plusieurs années, vous nous avez affirmé que de nombreux pays de la zone euro souhaitaient quitter l'euro. A minima, vous nous avez fait le coup avec l'Italie et l'Allemagne. Donc, monsieur le gouverneur de la Banque de France est en train d'infirmer ce que vous dites, hein, et pas de le confirmer. C'est juste l'inverse. Hein. Bon, qu'est-ce que vous avez mal compris d'autre ? Ensuite, François nous explique que ce qu'on gagne d'un côté par l'annulation de la dette publique détenue par la Banque de France, on le perd de l'autre par la baisse de la crédibilité de la monnaie. Pour commencer, c'est monsieur le gouverneur de la Banque de France. Je comprends que vous êtes un chômeur dépressif, que vous cherchez des amis, mais ce n'est pas une raison pour avoir ce niveau de familiarité avec des gens qui sont excessivement respectables. Ensuite, non, ce n'est pas ça qu'explique monsieur le gouverneur. Ce que monsieur le gouverneur explique, c'est que non seulement on gagne rien, mais qu'en plus on met notre monnaie en danger. C'était pourtant pas excessivement compliqué, il suffisait littéralement d'écouter ce que disait monsieur le gouverneur. Bon, qu'est-ce que vous avez compris d'autre ? Enfin, qu'est-ce que vous n'avez pas compris d'autre, plutôt ? Sauf qu'il oublie de dire que tous les Français ne seront pas impactés de la même façon, par le gain et par la perte.
Il n'y a pas de gain dans ce schéma, monsieur, il n'y a que de la perte. Bon, expliquez-nous qui va gagner de l'argent et qui va en perdre. Je sens que ça va être encore un grand moment. L'annulation de la dette détenue par la Banque de France profiterait aux 3/4 de la population la moins aisée, qui sont ceux qui subissent le plus les hausses d'impôts et la dégradation des services publics à cause des politiques d'austérité. Tandis que la baisse de la crédibilité de la monnaie impacterait surtout ceux qui ont du capital, qui touchent une rente dessus, et qui ont intérêt à ce que la monnaie reste crédible pour que ce capital conserve sa valeur. Oh là 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 là. Et c'est le drame, puisque c'est l'exact inverse. S'il y a une perte de confiance dans la monnaie, c'est la valeur de la monnaie qui diminue, pas celle des biens. Par exemple, si l'euro perd 50% de sa valeur, ça veut dire que les prix doublent. Il faut 2 fois plus d'argent pour acheter la même quantité de marchandises. Dans le même temps, évidemment, votre salaire, lui, n'a pas bougé. Il est toujours le même. Ce qui signifie que les gens qui dépendent de leurs revenus vont passer un très mauvais moment. A l'inverse, pour les propriétaires de capital, eh bien, c'est plutôt une bonne affaire en fait. Eh oui, rappelez-vous, les prix ont doublé. Par exemple, si vous possédez une maison, son prix double automatiquement, sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Bon, monsieur Troublefait, vous nous aviez dit qu'il y avait 3 points, on vient de voir le deuxième, et je vous laisse nous parler de votre dernière incompréhension. Ce qui nous amène au 3e point très important de cette petite intervention. Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre à l'entendre parler de crédibilité ? Bon, alors ça, c'est pas un point, c'est une question. Vous pouvez le déduire du fait qu'il y a un point d'interrogation à la fin de votre phrase. La ponctuation est étudiée à l'école primaire, monsieur. C'est une simple remarque. Bon, je taquine. En réalité, monsieur va maintenant nous expliquer ses délires anti-euro. On va lui rendre la parole tout de suite. Parce que, sauf erreur de ma part, ça fait quand même quelques années qu'on a balancé l'orthodoxie monétaire par la fenêtre, que ce soit en zone euro ou dans les autres pays occidentaux. En fait, il y a erreur de votre part, monsieur. Déjà parce que l'orthodoxie monétaire, ça n'existe pas, c'est un concept qui a été inventé par les anti-euros. Voilà. Et si vous pouviez vous mettre d'accord avec vous-même, ce serait bien, monsieur, parce que plus tard dans votre vidéo, vous allez nous dire ceci. Alors, on continue de tenir un discours d'orthodoxie monétaire. Bon, du coup, il y a orthodoxie monétaire ou il n'y a pas orthodoxie monétaire ? Je pose la question. Petite remarque pour nos spectateurs, si quelqu'un vous parle d'orthodoxie monétaire, vous pouvez automatiquement le ranger dans les idiots, parce qu'il a clairement aucune idée de quoi il parle. Ou vous pouvez aussi considérer qu'il est en train de se moquer de vous. C'est souvent un mélange des deux. Mais on va laisser monsieur développer son discours pour qu'il puisse atteindre un niveau de n'importe quoi encore jamais vu. Un truc totalement inédit, quelque chose d'incroyable et d'inimaginable en fait, tout simplement. Les déficits publics ont explosé, les ratios de dette sur PIB ont explosé. Et pour financer tout ce merdier, on a ressorti les bonnes vieilles planches à billets qu'on avait juré sur les grands dieux de ne plus jamais toucher. Et on a aussi annulé des dettes de certains pays de la zone euro. Et c'est un nouveau record de bêtises pour monsieur Troublefait. Alors, ici, on a quand même un truc assez extraordinaire. La totalité des faits que monsieur a cités sont faux. Mais en plus, pour certains d'entre eux, même s'ils étaient vrais, ça aurait rien à voir avec la monnaie. Bon, on va y aller dans l'ordre. Les déficits publics ont explosé. Et c'est un premier échec, comme vous pouvez le voir sur ce magnifique graphique qui nous est très généreusement fourni par Eurostat. En réalité, depuis 2009, les déficits se sont tout simplement effondrés. Que ce soit dans l'Union européenne, dans la zone euro ou même en France. En 2009, le déficit de la France était d'environ 7,5% du PIB, pour environ 2,6% en 2019. Donc en fait, l'explosion est une division par 3. Bon, admettons. Alors vous me direz que je ne tiens pas compte de 2020. Sauf que monsieur nous a dit ceci. Ça fait quand même quelques années. Ça fait pas quelques années. Il y a une année où il y a le Covid et c'est tout. Et quand bien même ce serait vrai, ça n'a aucune forme de rapport avec l'euro. Et oui, les questions budgétaires sont sous la responsabilité de la Commission européenne, pas de la Banque centrale. Parce que ça n'a rien à voir avec la monnaie. Oui, je sais, je tourne un petit peu en rond, mais bon... Mais redonnons la parole à monsieur. Les ratios de dette sur PIB ont explosé. Bon, même problème, Non seulement c'est faux, mais en plus, comme dans le cas précédent, ça n'a rien à voir avec l'euro. Regardons le graphique.
On a une dette qui est stable, en légère baisse pour l'Union européenne et la zone euro, et stable en légère hausse pour la France. Ceci à l'exception de la période Covid, comme tout à l'heure évidemment. Et pour financer tout ce merdier, on a ressorti les bonnes vieilles planches à billets qu'on avait juré sur les grands dieux de ne plus jamais toucher. Et c'est à nouveau n'importe quoi, on n'est même plus surpris. Faire tourner la planche à billets, ça veut dire créer de nouveaux billets sans qu'il y ait la moindre contrepartie. On va tout simplement imprimer des euros pour régler nos problèmes de déficit. Évidemment, la Banque centrale ne fait pas ça. Et ici, monsieur fait référence au programme de quantitative easing, qui est la politique monétaire non conventionnelle la plus connue, et qui est également la politique avec laquelle nous fatiguent tous les kékés qui traînent sur Internet, et ce depuis des années. Qu'est-ce que le quantitative easing ? Expliquer rapidement grâce à ce très beau schéma qui nous est fourni directement par la Banque de France et dont vous trouverez le lien dans la description. Le quantitative easing consiste pour la Banque centrale à acheter des titres financiers aux banques. L'objectif est de fournir des liquidités aux banques qui vont pouvoir à partir de là les prêter. Ces prêts vont permettre de générer de la consommation qui va générer de la croissance. Le quantitative easing n'a strictement rien à voir avec le financement des États. C'est simplement un programme qui vise à augmenter la croissance dans la zone euro. On en parle beaucoup à cause des montants en jeu. On parle de milliers de milliards d'euros. Ces milliers de milliards d'euros sont en plus de ça focalisés essentiellement sur les dettes d'État. Il faut bien comprendre que la Banque centrale n'accepte pas d'acheter n'importe quel titre. Ces titres doivent être présents sur une liste qui est définie par la BCE. Et sur cette liste figurent évidemment les dettes d'État. Et comme les dettes d'État représentent des montants absolument colossaux, eh bien ils ont fini par représenter la majorité de ce programme. C'est aussi bête que ça. Le quantitative easing a beaucoup fait grincer des dents parce que la Banque centrale n'est pas supposée acheter des titres. Il faut bien comprendre que c'est la Banque centrale qui génère la monnaie, qui crée la monnaie. À partir de là, évidemment, si elle peut avoir une activité commerciale, le risque de dérive est évident. Le point important à comprendre dans cette histoire, c'est qu'il n'y a aucun moment où on crée de l'argent à partir de rien. Les banques vont vendre des titres financiers à la Banque centrale. Et c'est tout. Mais rendons la parole à Monsieur Troublefait pour sa prochaine ânerie. Et la dernière, je pense. Et on a aussi annulé des dettes de certains pays de la zone euro. Ah bah si c'est écrit dans la tribune, ça doit être vrai, j'imagine. Ou alors, peut-être que Monsieur Troublefait n'a pas jugé utile de lire plus loin que le titre. Évidemment que Monsieur Troublefait n'a pas regardé plus loin que le titre. S'il avait lu l'article, il aurait lu qu'il n'y a eu absolument aucun effacement de dette, mais que les pays européens ont tout simplement accepté de réduire les taux d'intérêt et d'allonger les échéances. Bon bah du coup ça nous fait 4 affirmations fausses en 20 secondes, C'est quand même un score assez impressionnant. Et nous allons immédiatement passer au prochain délire de monsieur. Aujourd'hui, tout le monde sait que la France ne remboursera jamais sa dette. Mais de toute façon, c'est pas ça qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est d'avoir une dette soutenable, c'est-à-dire d'être capable de faire face à chaque échéance. Ce qui signifie les intérêts et le capital. Alors, vous me direz que c'est la même chose. Mais non, parce que ce capital, vous pouvez l'emprunter. D'accord ? Ce qui signifie que vous n'avez plus à payer que les intérêts. Et vous assurez que ces intérêts soient soutenables. Mais je pense à ça, on voit souvent des gens affirmer que la France n'est pas capable de rembourser sa dette. Mais en revanche, on ne voit jamais de chiffres pour soutenir cette affirmation. Eh ben moi ce que je propose, c'est qu'on calcule ça tout de suite ensemble, et on va vérifier si c'est faisable ou si c'est pas faisable. Le montant de la dette publique est de 2650 milliards d'euros. Le montant des recettes publiques est de 1210 milliards d'euros. Si nous nous donnons 40 ans pour rembourser notre dette, et sous réserve que nous arrêtions de nous endetter, cela signifie qu'il faut rembourser 66 milliards d'euros par an. Ce qui représente 5,5% des recettes de l'État. Ce qui n'est pas beaucoup. Donc en fait, c'est tout à fait faisable. Voilà. Bon, je vais reprendre ma voix normale. Vous avez compris que ce que dit monsieur est démenti par les chiffres. Purée, j'ai quand même l'impression que ce monsieur est en conflit avec la réalité. Tiens, d'ailleurs, il va nous en donner un nouvel exemple.
L'État ne trouve plus assez d'argent pour financer son déficit à un taux d'intérêt soutenable. La France emprunte à 0,05% à 10 ans. Quelle autre sornette avez-vous en magasin, monsieur ? Eh bien, plus personne ne voudra voter pour nos gestionnaires de l'année, et ils vont devoir aller chercher un vrai travail à la hauteur de leurs compétences. Et ça, c'est pas gagné. Alors ça, moi, à votre place, je l'aurais pas tenté. Hein. On va rappeler que vous vivez de mendicité sur YouTube et de vente de t-shirts made in China. Hein. Monsieur Villeroy de Galhau, l'actuel gouverneur de la Banque de France, avant d'entrer à la Banque de France, était directeur général délégué du groupe BNP Paribas. Alors, si on veut parler de hauteur de compétence, je suis pas certain que vous soyez vraiment en position de parler, monsieur. Bon, je vous propose qu'on saute beaucoup des imbécilités de monsieur et qu'on aille directement à la fin de sa vidéo. Parce que ce qu'il a choisi de mettre à la toute fin est à mon sens très représentatif du caractère comique involontaire de monsieur. Attention, préparez-vous à être impressionné. C'est court, mais c'est puissant. L'euro est foutu. Ça a été vite, hein. Bon, alors, je vous le repasse, mais cette fois-ci en entourant la partie importante. L'euro est foutu. Oui, vous avez bien lu. C'est une conférence de 2011 où on nous raconte que l'euro va disparaître à brève échéance. Nous sommes en 2021 et l'euro est toujours là. Du coup, on peut affirmer que M. Todd, l'intervenant de cette conférence, a raconté n'importe quoi. Ça, c'est la conclusion logique à laquelle arrive un individu normal. Ce n'est pas la conclusion à laquelle arrive M. Troublefait. M. Troublefait pense que ceci appuie son idée que l'euro va disparaître. Ce passage est très intéressant parce qu'il montre très bien les difficultés de raisonnement de M. Troublefait. M. Troublefait a un a priori. Il considère que l'euro est mauvais. Il ne sait pas ce que c'est une monnaie, il ne sait pas ce que c'est de la gestion publique, il ne sait même pas ce que c'est une dette, il ne sait pas non plus ce que c'est faire faillite. Il comprend basiquement rien à la finance, et je ne sais pas trop ce qu'il comprend en fait. Comme en plus de ça, il surestime totalement ses capacités, il a une vision totalement tordue de la réalité, et il ne s'en rend même pas compte. Et il n'est même pas capable de se poser la question. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve dans une situation absurde, où ce monsieur s'imagine qu'une prédiction que le temps a démontrée fausse, appuie son point de vue. Ce qui est ridicule, on est bien d'accord. On est dans une situation où ce monsieur, qui, je suis désolé de le dire, n'est pas franchement Einstein, imagine être en position de faire la leçon au gouverneur de la Banque de France. Bon, sur ce, il va être temps de clore cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour les prochaines aventures de Monsieur Troublefait, avec cette fois-ci la question de l'évasion fiscale, où il a réussi à comprendre encore moins de choses que sur la question de la monnaie. Oui, c'est possible. Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro.